Je vais reprendre pour ceux qui vont l'écouter en différé. Donc, ce que je disais, c'est que tout ce qui est dans ce calendrier-là, ce qui est en mauve, c'est les tests de chapitre qui vont être à remettre. J'ai donné les dates. Ce qui est en vert, c'est les rapports de laboratoire qui vont se faire aussi sous forme de Google Form. Donc, il faut respecter ces dates-là. C'est un fichier Excel que je vous ai envoyé par email. Vous avez aussi mon horaire, puis vous pouvez vous connecter à d'autres périodes. Si j'ai des cours, par exemple, le lundi, ça va me faire plaisir que vous vous connectiez si vous avez des questions. Je vous ai aussi mis le YouTube où vous pouvez trouver ici tous les cours en différé. Il va y avoir un canal qui va s'appeler, c'est une playlist qui va s'appeler cours 205. Puis vous allez voir tous les laboratoires et les cours théoriques déposés là-dessus. Ce que je disais aussi, c'est que ceux qui ont des ordinateurs et qui veulent participer live au laboratoire, vous allez pouvoir faire certaines manipulations avec moi pour rendre le cours plus interactif. Pas pour le cours d'aujourd'hui, parce qu'installer un système d'exploitation, ce n'est pas évident à faire avec plusieurs personnes. Mais pour certains autres labs, je pourrais vous demander si vous pouvez installer telle chose et faire telle chose. Et que ça va pouvoir être intéressant. On pourrait même faire du partage d'écran. Si moi, je fais un ping à un étudiant, il pourrait partager son écran puis on pourrait regarder le résultat du ping. Ça va rendre les explications plus interactives. Est-ce que c'est bon pour tout le monde jusqu'ici? Oui. Oui? Bon. L'autre chose, c'est que ça, c'était ça. Ensuite de ça, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer tous mes cours de laboratoire depuis le début. Allons-y. Est-ce que vous voyez bien mon écran ici? Est-ce qu'il est partagé comme il faut? Oui. OK. Donc, là, c'est le laboratoire 8. La façon que je vais faire les laboratoires, ça va être sous forme de PowerPoint, sauf que je vais faire des films des différentes étapes. Je ne les fais pas live parce que sinon, ce serait beaucoup trop compliqué. Je vous dirais que ça m'a pris à peu près 8 heures faire le montage du laboratoire d'aujourd'hui. La façon que ça va fonctionner, c'est que je vais vous présenter des choses, je vais vous envoyer un formulaire, ça va être mis sur YouTube, ce qui est écrit ici. Vous avez toujours accès, vous avez toujours accès aux énoncés originaux de laboratoire, OK, qui sont sur le dépôt. La raison pour laquelle je dis ça, c'est quand j'y vais avec mes énoncés, parfois, il y a des explications dans les laboratoires originaux. Wow, là, il y a du laboratoire, j'ai oublié d'enlever mon S. Bon, dans le laboratoire original, il y a des explications. Si vous avez des questions que vous n'êtes pas capable de répondre, vous pouvez retourner dans ce texte-là et le lire pour être capable de répondre aux questions du laboratoire. Des fois, vous allez devoir aller sur Internet pour trouver les réponses. Par exemple, dans le laboratoire d'aujourd'hui, je vais vous demander de trouver un driver d'un scan qui ne va pas s'installer tout seul sur Windows. Et dans le laboratoire, vous auriez dû aller chercher et l'installer. Bien là, je vous demande d'aller chercher et de me donner le nom. Donc, vous allez quand même avoir besoin d'Internet pour faire les laboratoires. Comme je disais, des fois, vous pourriez faire certaines configurations sur votre propre ordinateur. OK? Je ne peux pas obliger personne de le faire, mais si vous le faites, ça va ajouter à la profondeur. Est-ce que c'est compris pour tout le monde? Oui, oui, oui. Utilisez le petit yes, c'est parfait, ça. Bon. Maintenant, on va commencer. Comme je disais, chacune des sections, ça va être une vidéo que je vais commenter. Évidemment, quand je vais avoir fini le cours, je vais le mettre sur YouTube. Puis si vous avez manqué de temps, parce que là, il y a des écrans que je présente, puis que je vais poser des questions dessus. Mais ça se peut que vous ne l'ayez pas tout noté. C'est pour ça que YouTube va être intéressant. Vous allez pouvoir faire un playback, donc rejouer, puis faire une pause sur certains écrans pour répondre aux questions. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Bonjour, Luciano, tu viens d'arriver. J'aimerais ça, si vous avez vos micros, que vous me répondiez de vive voix. C'est juste parce que c'est plus facile pour moi. Pour moi, toi. C'est bon? Donc, là, je vais faire un petit vidéo. C'est quelque chose qui devait être fait au premier laboratoire, puis on n'avait pas les permissions. Puis je crois que c'est la chose la plus importante à être capable de savoir quand on veut installer Windows, c'est-à-dire de créer une clé d'installation. Fait que là, je vais partir la vidéo que je vous ai faite. Là, vous allez m'excuser parce que, évidemment, moi, je n'ai pas pu m'acheter le mécanisme qui permet de filmer directement sur mon câble HDMI. Fait que quand j'installais Windows, c'était avec mon téléphone que je faisais les films, OK? J'ai fait des montages pour que ce soit moins catastrophique.
Sauf que ça se peut que ce ne soit pas le plus beau film que vous ayez vu de votre vie, OK? Donc, je vais faire un play. Fait qu'évidemment, c'est Media Creative Tool qu'on utilise. Là, je l'ai parti, puis là, il me dit, bon, il me dit, est-ce que je peux accéder? Bon. Ça, c'est les étapes pour créer la clé. Quand on crée, je vais vous poser une question. Quand on avait Iron Boot, on avait un ISO, vous vous en rappelez? Répondez un peu. Y a-t-il quelqu'un qui a un micro? Personne ne veut parler? Bon. Il y avait une clé et là, on utilisait Rufus pour être capable de créer. Ça serait vraiment bien que vous ayez le micro parce que quand je pose des questions, vous pourriez répondre à mes questions. On avait Rufus puis on utilisait le ISO pour être capable de créer une clé de démarrage. Pourquoi on avait besoin d'utiliser Rufus plutôt que d'utiliser juste mettre le ISO sur la clé avec l'explorateur Windows? Quelqu'un peut me répondre? Bon, personne ne répond. Alors, je vais vous donner la réponse. La réponse, c'est parce... Hein? J'étais parti sortir le chien. Ah! Bon, fait qu'est-ce que tu peux répondre? Ben, j'ai pas entendu la question. OK, je la répète. Pourquoi on utilisait Rufus plutôt que... Quand vous quittez, là, d'ailleurs, vous pouvez me mettre... Question que j'attends pas, vous pouvez me mettre une petite tasse de café de même pour me dire « Hey, je suis pas là. » Oh, OK. Ça, je sais que vous êtes parti. Là, c'est juste Mathieu qui parle. Personne d'autre a de micro? Vous êtes tous trop endormis ou vous voulez pas? Bon, fait que ça va être Mathieu, mon seul participant. Bien, merci Mathieu de participer parce que ça va rendre mon cours un petit peu moins interactif. La question que j'avais, c'était, j'ai un ISO de Iron Boot, puis je veux créer une clé de démarrage. Pourquoi je dois utiliser Rufus plutôt que juste mettre mon ISO directement dans ma clé USB? Ben, je sais pas comment ça marche en arrière, mais je sais que la façon de copier une image pour rendre la clé puis rendre des fichiers sur la clé derrière bootable, je sais que Rufus est capable de le faire. Si tu fais juste copier le stock, ça va devenir juste une clé Exactement. qui contient des données. Exactement. En fait, il y a plusieurs raisons. D'abord, souvent, ça va prendre, par exemple, quand on avait mis un fichier, quand on le crée dans Rufus, c'est qu'il nous permet de le démarrer par en arrière. Il va le mettre comme une partition primaire qui va être démarrable. Par exemple, à un moment donné, on voulait partir en mode DOS, puis on avait un exécutable qu'on voulait qu'il parte automatiquement dans un des laboratoires. On l'avait démarré pour être bootable en mode DOS, donc il configurait la clé pour booter en DOS automatiquement, puis être en partition primaire qui va être active. Parce qu'en fait, pour être capable de démarrer sur une partition, la partition doit être une partition primaire active. Fait qu'il va la définir comme une partition primaire active. Puis, on avait un petit fichier qui s'appelait autoexec.bat qui, lui, faisait en sorte que l'exécutable était automatiquement démarré dès qu'on mettait la clé. C'est pour ça qu'on ne peut pas juste mettre le ISO parce que sinon, ça va être comme l'équivalent d'une partition secondaire qui a des données mais qu'on ne peut pas exécuter. Quand on fait une clé avec Media Creator, mais c'est un petit peu ça qui se passe, OK? Il prépare des trucs. J'ai essayé de couper les longueurs. Bon, là, il te demande si tu veux accepter la licence. On clique sur « Accepte ». Au début, j'avais une souris qui ne fonctionnait pas bien, fait que c'était plus long. Je peux faire avancer. Là, l'autre chose, c'est que d'habitude, ça prend beaucoup de temps à installer Windows. Là, on va le faire plus rapidement. Là, je vais faire une pause. On va le faire plus rapidement parce que j'ai accéléré les bouts qui prenaient du temps. Là, on nous donne deux options, OK? Avec Media Creative Tool, on a deux options. On peut soit faire une mise à jour de notre PC sur une nouvelle version. Si, par exemple, je n'avais pas Windows 10 sur mon PC puis que je voulais l'upgrader ou je veux updater la version de Windows 10, je peux le faire avec Media Creative Tool. Mais là, ce qu'on veut faire présentement, c'est l'installer. Fait qu'à ce moment-là, on va demander de créer un média d'installation qui est soit sur un USB flash, soit par un ISO file ou soit sur un DVD. Bon, de nos jours, c'est très rare qu'on crée des DVD. De toute façon, la plupart des nouveaux ordi n'en ont juste pas de DVD. Fait que, ils donnent encore l'option, mais c'est souvent plus un USB flash drive ou un ISO. OK? Un des deux. Donc, là, je vais cliquer sur la deuxième option.
Quand j'arrive ici, il me demande la langue, le nombre de bits, parce qu'évidemment, si je suis 32 ou 64 bits, ce n'est pas la même chose. Et ensuite, là, il va me dire, c'est un peu long, là, j'avais de la misère à maîtriser ma souris. Ah, voilà, là, j'ai changé pour mettre en français Canada plutôt qu'en français de France. Bon, encore ici, j'ai deux options. Créer un ISO ou créer un USB flash drive. En fait, la différence, c'est que si je crée un ISO, il va me créer un ISO comme on avait pour Iron Boot, puis après, je peux utiliser Rufus pour créer ma clé. Si je fais directement le USB flash drive, il va directement me créer ma clé qui est bootable. La raison pour laquelle, parce que j'aurais pu faire ça, vous créer un ISO moi-même, puis vous demander d'utiliser Rufus dans le lab pour le faire. La raison pour laquelle je ne l'avais pas fait, c'est que... Oh, attends, j'ai un commentaire. Chat. Bon, j'ai rien. OK. La raison pour laquelle je n'avais pas... je préconisais l'USB flash drive, c'est que l'année dernière, sur les ordinateurs qu'on avait, on ne pouvait pas... on n'avait pas les permissions avec cet ordinateur-là pour être capable de booter, d'avoir un GPT puis de booter en BIOS UEFI. On devait absolument le faire en legacy. Ça dépend des ordinateurs, mais c'était une question de sécurité que le CCTI avait bloqué dans le BIOS qu'on ne pouvait pas aller être capable d'installer. Quand on fait un ISO de la façon que c'est fait comme ça, le ISO va uniquement nous permettre d'installer Windows en mode UEFI, donc sur une partition qui est GPT. Si on veut pouvoir l'installer en mode Legacy, donc sur une partition MBR, on va uniquement être capable de le faire si on utilise directement le mode USB Flash Drive ici. Est-ce que vous comprenez la différence entre les deux et l'option que nous offre le Media Creative Tool sans passer par le ISO? Oui. Mathieu, tu comprends? Bon. Donc, c'est pour ça que je le fais de cette façon-là. C'est sûr que là, cette année, avec les nouveaux ordinateurs, la beauté, c'est que on est capable d'installer le mode UEFI, puis c'est ça que vous auriez fait dans les laboratoires. Avec les nouveaux ordinateurs, c'est possible. Donc, là, cette année, le laboratoire que je vais vous montrer, ça va être UEFI que je vais montrer. Là, je vais continuer avec USB Flash Drive. Bon, évidemment, j'ai mis ma clé à l'intérieur, qui était une ancienne clé sur laquelle il y avait Iron Boot. Et là, bon, on download la clé. C'est quand même assez simple. Là, je vais essayer de voir si... 29, j'ai coupé des bouts de mon vidéo pour que ça aille plus vite. Qui vient d'arriver? Abdel vient d'arriver en deuxième copie. Il est probablement sur son PC, sur son téléphone. Bon, vous voyez, là, je l'ai fait en accéléré, hein, parce que sur mon ordinateur, faire cette clé-là, ça prend à peu près 45 à 50 minutes. Puis ça, je ne peux pas vous l'expliquer. Même dans le laboratoire, Mathieu en est témoin. Je les ai toutes faites sur toutes les ordis du laboratoire en parallèle avant le lab. Finalement, ils ne serviront pas, mes clés. Mais même dans le laboratoire, c'est tous les mêmes ordinateurs. Il y en avait qui le faisaient à peu près en 7 minutes, puis il y en a d'autres qui ça leur a pris 35 minutes faire la clé. Je ne sais pas pourquoi. Ça, c'est une interrogation que je dois investiguer un jour, mais pour le moment, je n'ai pas mis d'énergie là-dessus. C'est quand même tout le même hardware puis toute la même installation dans le laboratoire. Fait que je ne comprends pas pourquoi il y en aurait une qui le ferait en 7 minutes puis l'autre en 30. Bon, là, ils vont vérifier. C'est un petit peu long. On va essayer d'accélérer ça. Là, il est en train de créer le média. Il a presque fini. J'accélère un petit peu de vidéo. C'est un petit peu plate. Bon. Alors. Bon, on va y arriver. Ah, attendez, trop vite. Après ça, il nous dit que c'est fini. Je pèse sur Finish, puis c'est terminé. Fait que là, on a fini pour la première chose. Est-ce que vous comprenez la création de la clé? Maintenant, cette clé-là a fait quoi? Cette clé-là me permet de booter sur la clé pour être capable de partir l'installateur. OK? Donc, ça
là, excusez, j'ai des bip bip qui apparaissent. Bon, donc, ça permet de partir l'installateur Windows. Ça ne veut pas dire, puis là, je vous le dis, ça ne veut pas dire qu'on va avoir une licence Windows sur notre ordinateur. Après ça, si on veut pouvoir activer Windows, il va falloir le faire d'une autre façon. Ce n'est pas parce que j'ai l'installateur gratuitement que j'ai Windows gratuitement. Saisissez bien cette différence-là, elle est très importante, OK? Parce que ça, tout le monde est capable d'aller chercher un installateur Windows puis de faire une clé USB. Sauf que la licence, elle n'est pas automatique. C'est bon? Est-ce que vous avez compris? Yes, yes, yes? Bon. Jérémy répond. C'est bon. Là, maintenant, on va partir sur l'autre chose. Après ça, quand j'ai mon support, comment je peux faire pour partir sur ma clé? J'ai deux options. Soit que je rentre dans le BIOS et que je vais aller changer l'ordre de démarrage pour m'assurer de démarrer en premier sur ma clé USB. Si je fais ça, le problème, c'est qu'après ça, à chaque fois, ça va essayer de démarrer sur la clé USB à la base. Étant donné qu'on veut faire l'installation juste une fois, je préconise qu'on aille dans le boot menu de l'ordinateur puis qu'on force le démarrage sur la clé USB juste pour cette fois-là. Parce qu'après ça, on ne change pas l'ordre de démarrage de l'ordinateur. Maintenant, je vous ai fait un lien avec un petit site et vous allez en avoir besoin pour remplir le lab. Ce petit site-là est très intéressant parce qu'il vous donne d'un ordinateur à l'autre. Est-ce que vous voyez toujours mon partage d'écran sur mon Windows? Est-ce que vous le voyez? Oui. Bon. Fait que ce petit site-là vous donne sur les types d'ordinateurs, c'est quoi la touche pour le boot menu, puis c'est quoi la touche pour entrer au BIOS. C'est vraiment intéressant parce que, comme vous voyez, c'est vraiment pas standard. Fait que vous allez devoir chercher sur ce site-là pour me donner pour un type d'ordinateur, c'est quoi pour avoir le boot menu et le BIOS dans le rapport de laboratoire. D'accord? Fait que ce petit site-là, je l'aime beaucoup, je vous conseille de l'utiliser. Maintenant, la validation des paramètres du BIOS. Là, ce n'est pas vraiment dans ce laboratoire-là, mais bon, moi, étant donné qu'on est pris pour faire l'école à la maison, que nous sommes deux en télétravail, que j'utilise mon ordinateur presque 100% du temps, que mes deux filles suivent leurs cours en ligne sur leur tablette, mon fils, il ne sait plus quoi faire. Donc, j'ai acheté un ordinateur en catastrophe pour qu'il puisse faire des petits cours en ligne lui aussi, puis finir son année. Soit dit en passant, ceux qui n'ont pas des bons ordis, c'est un site que je peux vous partager. Je pense que pour 250 $, j'ai eu un HP avec 8 GB de RAM, vraiment toute la patente. C'est du refurbish, puis c'est très rapide. Je l'ai commandé dimanche, puis je l'ai reçu lundi. Fait que c'est quand même rapide. Mais bref, je vais utiliser cet ordinateur-là pour faire toutes les démonstrations. Quelqu'un me dit quelque chose. Cloud PC, un Cloud PC, ça marche aussi? Qu'est-ce que tu veux dire, Luciano? Bien, c'est parce que si mon fils n'a aucun engin électronique, qu'est-ce que tu veux? Il ne peut pas avoir un Cloud PC. Le problème, si t'as c'est un que... ordi de marde, genre tu payes un cloud PC, c'est comme 10-15$ par mois, puis comme tu fais ton cours en ligne là-dessus. Là. Ah, Comme une virtual machine. Ah, c'est merveilleux ça, parce que ceux qui en ont des pas bons ordis, je pourrais leur suggérer ça. D'ailleurs, Alexandra, tu regarderas ça si ton ordi marche vraiment pas bien. Mais sauf que moi, dans le cas de mon fils, il n'y avait juste pas d'ordi. Fait que le Cloud PC, ça n'aurait pas pu l'aider, mais c'est intéressant que tu suggères ça, c'est une bonne idée. Surtout pour finir un cours en ligne. Donc, là, ce que je veux vous dire, c'est que toutes les démonstrations, j'en ai profité pour prendre l'ordi qui était complètement vierge puis faire les installations à partir de cet ordinateur-là. Mais je vais donc en profiter pour passer à travers un BIOS qui est différent de ceux que vous avez vus dans les laboratoires précédents. Donc là, j'ai fait F10 pour... non, c'est F9 celui-là pour rentrer dans le BIOS. Là, ça, c'est le menu. Remarquez quelque chose. Remarquez qu'est-ce qui se passe. Je suis dans le BIOS. Là, qu'est-ce que vous voyez se promener à l'écran? C'est ma souris. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça vous dit, ça? Ben, que c'est un BIOS UEFI. Exactement. Vous rappelez-vous quand j'avais dit qu'il y avait des BIOS, les BIOS Windows, les vieux BIOS, il y avait un support au périphérique limité. Il y avait juste le clavier. Ce que vous avez manipulé dans le laboratoire, il n'y avait pas de souris. Dans les BIOS UEFI, on a la possibilité d'utiliser la souris.
Qu'est-ce qu'on a de plus dans un BIOS UEFI aussi? La connexion réseau. Donc, regardez bien qu'est-ce que je vais vous montrer, puis je vais vous faire une pause qui va vous montrer pourquoi on est capable d'avoir la connexion réseau. Donc, l'information sur le système. Ici, j'ai toute l'information sur le système. Remarquez le numéro de série ici de mon ordinateur. Tantôt, je vais vous montrer une façon à partir de DOS de faire une commande pour faire apparaître le numéro de série de votre ordinateur. OK? Donc, là, je descends. J'ai la version du BIOS. J'ai les services dessus. Puis en bas, vous allez arriver avec tout ce qui est communication. Puis vous voyez, on est capable de voir la MAC adresse et cette information-là. OK? Bon. Ça, c'est dans les informations système. Maintenant, si je reviens en arrière, je vais aller dans Update BIOS. Regardez bien. Ici, là, regardez cette option-là. Check hp.com for BIOS Update. Vous rappelez-vous que la façon de mettre à jour le BIOS, quand on l'a fait dans le laboratoire, on en avait plusieurs. Il y en avait qu'on pouvait avoir un exécutable dans DOS. Il y en avait qu'on allait chercher un fichier puis qu'on utilisait l'option du BIOS pour être capable de prendre ce fichier-là et faire l'update. Puis il y en avait un autre qu'il fallait être dans Windows puis partir un exécutable. Puis la quatrième façon, quelqu'un se rappelle, c'était quoi? Non. Le recovery. Si mon BIOS se brise, je peux tomber sur le mode recovery, OK? Quand il y a une corruption du BIOS. C'était les 4 façons qu'on a parlé. Ici, j'ai un BIOS UEFI dans lequel j'ai une connexion réseau. Ça veut dire que parce que j'ai ma connexion réseau fonctionnelle, je n'ai pas besoin d'avoir un exécutable dans DOS qui va aller faire la recherche sur l'Internet. Je peux le faire directement dans le BIOS. Donc, c'est beaucoup plus simple. Parce que j'ai pas besoin d'aller sur un autre ordi, chercher le fichier exécutable pour mettre à jour le BIOS, revenir sur cet ordinateur-là et ainsi de suite. OK? Fait que ça, c'est un des gros avantages du BIOS UEFI. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? J'attends au moins d'avoir un yes. D'accord. Donc, je vais continuer ici. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les systèmes ID. Bon. Ensuite de ça, il y a Reset Default Setting et tout. Ça, vous savez, c'est la même chose que ce qu'on avait déjà vu. Maintenant, je vais aller dans Sécurité. Pourquoi? À quoi ça sert cette partie-là? C'est pour être capable de mettre des passwords pour sécuriser notre ordinateur. Vous rappelez-vous les passwords, quand on veut les resetter, généralement, il faut utiliser quoi? Est-ce que c'est le CMOS? Exactement. Bien, le CMOS, tous les paramètres qui sont ici dans le BIOS sont enregistrés dans le CMOS. Ce que je fais là, c'est un peu une revision. Hein? Tous les paramètres, on a un examen qui s'en vient d'ailleurs. Hein? Fait que ça va être utile ce que je vous dis. Donc, tous les paramètres qu'il y a ici sont enregistrés dans le CMOS. Et le CMOS, on peut lui resetter ses paramètres de plusieurs façons. Qu'est-ce qu'on peut faire pour resetter le CMOS? Le cavalier? Le cavalier. Généralement, le cavalier a l'avantage d'être celui qui va faire le reset des passwords. Parce que ce n'est pas toutes les actions sur le CMOS qui vont avoir les mêmes effets. Fait que si je mets un password et que je veux être capable de l'enlever avec le cavalier, généralement, je peux resetter mon password. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à part le cavalier? Enlever la batterie. Enlever la batterie. De nos jours, la batterie, elle sert particulièrement uniquement à garder l'heure. OK? Parce qu'autrement, quand on ferme l'ordinateur, il n'y a rien qui peut garder l'heure parce que dans une mémoire ROM, même si on ne perd pas le contenu, ça ne maintient pas l'heure. Avant, il y avait beaucoup de paramètres qui pouvaient être liés à la batterie. De nos jours, il y en a moins. Fait qu'il y a le cavalier, il y a la batterie. On a vu une autre façon dans le deuxième laboratoire. C'était jaune. Il y a un bouton Reset Exactement. Exactement. Il y avait un bouton qui nous permettait de resetter les paramètres de CMOS. Et la quatrième façon, c'est celle qu'on vient juste de voir ici. C'était Apply Custom Default and Exit Apply Factory Default. C'est revenir sur les default settings. Fait que ce que ça fait, c'est que ça va resetter les paramètres qui sont enregistrés dans le CMOS aux paramètres d'origine.
Fait que ça, c'était mon résumé sur le CMOS. Donc, ici, j'ai mes passwords. Je continue. Là, où est-ce que je suis allée? Je vous ai montré les différents trucs. Advanced. Et là, c'est important. Pourquoi? Quand je vais décider d'installer Windows, OK? Je dois, puis la sécurité du BIOS. Si je veux installer Windows en mode Legacy, je dois absolument aller enlever les paramètres de sécurité de boot. Parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, dans le cours, quand on est en mode de boot, le mode, quand on est en mode GPT UEFI, on a un Secure Boot, c'est-à-dire que ça nous empêche d'avoir des virus au moment de la séquence de boot beaucoup plus rapidement, OK? Puis d'avoir des rootkits ou des choses comme ça. Ce mode-là n'existe pas quand on boot en mode Legacy. Et si notre Secure Boot il est enablé, il est actif, on ne pourra pas booter en mode Legacy. Donc, c'est important de venir voir ça avant. Fait que là, je vais vous le montrer ici. Ça change d'un ordinateur à l'autre. Notez que dans le démarrage, le clé de démarrage, c'est un PDF que j'avais mis dans le chapitre 1. J'avais donné une façon, entre autres, de désabler le Secure Boot. Mais il y en a plusieurs, ça change d'un ordinateur à l'autre. Fait qu'il y en a une façon qui est montrée dans le PDF du chapitre 1, puis là, je vous en montre une autre. Ah non, dites-moi pas. OK, attends. Je vais revenir. Bon, ça, c'est le Startup menu. C'est ce que je vous disais quand on veut changer l'ordre de démarrage. On peut aller dans les Boot Options. Et puis, c'est là qu'on va voir sur quoi ça va booter en premier. C'est ce que je vous disais qu'on pouvait faire plutôt que de décider de booter directement sur la clé. La deuxième chose ici, là, j'ai mis les options. Regardez, voyons. On dirait que quand je pèse pas à bonne place. Au lieu de peser sur pause, je change ma diapositive. Désolée. Bon, regardez ici les systèmes options. Turbo Boost, Hyperthreading, Multiprocessing, ça vous dit quelque chose? Le Turbo Boost, qu'est-ce que c'est? Je fais une révision en même temps. C'est le fait qu'on est capable d'arrêter un cœur pour rouler plus rapidement sur d'autres cœurs, même si on n'a pas l'overclocking d'enabler. L'hyperthreading, c'est le fait qu'on est capable de rouler plusieurs threads sur un processeur en même temps. Puis le multiprocesseur, c'est le fait qu'on roule sur plusieurs processeurs. Dans le BIOS, je peux changer l'utilisation. Vous voyez ici? Est-ce que vous comprenez puis vous vous rappelez de tout ça? Le hypertrading, je pense pas qu'on l'a vu encore. Oui, vous l'avez vu. J'ai d'ailleurs mis des questions. C'était même à l'examen. Tu sais, quand on a 2 threads ou bien qu'on a 2 cœurs, lequel est le plus rapide? Vous rappelez-vous que je l'ai expliqué en classe? J'ai dit quand on a 2 threads, c'est qu'on a le même hardware sur lequel on essaie de faire assemblant qu'on roule 2 processus en parallèle. Puis des fois, quand tu n'utilises pas les mêmes ressources, ça peut doubler la vitesse, mais si les deux ont besoin du diviseur en même temps, ça ne fonctionne plus. Regardez, je vais vous faire quelque chose. Je vais faire un... Attends, stop share, puis là, je vais faire un tableau blanc. Alors, voyez-vous mon tableau blanc? Quelqu'un peut me répondre avec la voix? Oui. Oui, bon. J'ai un cœur ici. J'ai un cœur ici. OK? Si je roule et j'ai l'horloge, le MSB, là, avec un certain multiplicateur qui est ici. OK? Désolé mes dessins. Donc, j'ai mon MSB qui est, non pas mon MSB, mon front side bus ici, qui va rouler à une certaine vitesse, comme à 100 MHz. OK? Et là, j'ai des multiplicateurs pour chacun de mes cœurs qui font que les cœurs ne vont pas toujours rouler à la même vitesse. Quand je travaille en multiprocesseur, ça veut dire que j'ai plusieurs cœurs qui vont rouler en parallèle. Donc, si j'ai un multiplicateur, si ici j'ai un ALU, puis là j'ai un ALU, si j'ai 2 tâches qui travaillent en même temps, qui ont toutes les 2 besoin du ALU, bien en fait, les 2 peuvent travailler en parallèle. Oups. Ça, c'est du multicœur, OK, ou du multiprocesseur. Est-ce que tout le monde comprend ça? J'imagine que oui. Je ne vois pas vos mains levées. Quand je suis en Turbo Boost, c'est que je pourrais décider de ne pas utiliser ce cœur-là,
puis de mettre un plus gros multiplicateur ici pour rouler ce cœur-là plus rapidement. Mais ça ne veut pas dire que je fais de l'overclocking. L'overclocking, ce que c'est quand je vais augmenter la vitesse de mon frontside boss pour que tous mes cœurs roulent plus vite. Quand je fais de l'hyperthreading, en fait, qu'est-ce que je fais? C'est que, je vais essayer de changer ma couleur. Là. En tout cas, ici, voilà. C'est que je vais rouler un processus ici, un thread ici, puis je vais rouler un autre thread sur le même cœur. Les deux vont rouler en parallèle, sauf que parce qu'ils partagent la même hardware, donc le même ALU, si les deux ont besoin du ALU en même temps, bien, ils vont être obligés d'attendre un après l'autre. Donc, l'hyperthreading, souvent, est là en même temps que le multicœur, mais le multicœur est généralement plus efficace. C'est bon? Oui. Est-ce que ça clarifie? C'est Guy qui m'avait posé une question, non? Donc, le multicœur, c'est plus rapide d'habitude, c'est ça que j'ai compris. Oui, le multicœur, c'est plus efficace. Tu as raison, parce que tu as moins d'attente. Mais je vous dirais que la plupart du temps, les ordinateurs qui ont du multicœur ont généralement de l'hyperthreading aussi. C'est bon? Oui. Donc, ça, c'est les je ne vais pas faire la même gaffe que tantôt, là, je vais cliquer ici. Donc, ça, c'est les options système. Et là, on arrive sur le plat de résistance qui est, là, je vais dans Secure Boot. OK? Regardez bien ici. Regardez bien. J'ai Configure Legacy Support and Secure Boot. Donc, sur cet ordinateur-là, j'ai trois options. Je peux enabler le mode Legacy, disabler Secure Boot. Je peux disabler le support Legacy, enabler le Secure Boot. Ou bien, je peux disabler le mode Legacy, puis enabler le Secure Boot. Est-ce que vous vous rendez compte que c'est impossible d'enabler le mode Legacy si j'enable mon Secure Boot? Je dois absolument disabler le Secure Boot pour être capable de booter en mode Legacy. Et ça se fait dans le BIOS. Je vous le dis, ça va être une question de votre laboratoire, ça. C'est bon? Oui. Et je continue. Bon, OK. Là, j'ai encore fait la même gaffe. Excusez-moi, j'apprends à manipuler mes affaires. Alors, ici, ça, c'est les Advanced Options. Puis, ça, on l'avait vu. OK. Je pense que c'est tout. Fait que là, je quitte le BIOS sans enregistrer et c'est terminé pour cette seule-là. Donc, ça, c'était le tour du BIOS. Ce que je vous ai montré de plus important, c'est comment les disabler, le Secure Boot. Évidemment, dans les laboratoires qu'on faisait l'année dernière, là, le BIOS était barré. C'était juste le CCTI qui avait accès. Moi, je ne pouvais pas aller jouer dedans. OK? Donc, c'est pour ça qu'on était plus limité. Démarrage sur la clé USB. Bon. Là, je veux démarrer sur ma clé. Je vous ai dit qu'on a deux choix, soit on change le boot sequence dans le BIOS, ou soit que je démarre sur la clé. Et si je veux démarrer sur la clé, il faut que j'accède le boot menu et j'ai une touche particulière. Là, je l'ai pressé et ce qui m'est apparu, c'est ça. Regardez bien ce que je vois. J'ai fait une clé USB avec le Media Creator, puis pas avec le ISO. Puis quand je boot, j'ai deux options. Vous voyez, je peux booter sur ma clé en mode UEFI, ou booter sur ma clé en mode Legacy. Si je boot en mode Legacy, je vais partir l'installateur Windows en mode Legacy. Si tel est le cas, quel type de partitionnement ça me prend sur mon disque dur? Quelqu'un peut me répondre de vive voix? MBR. MBR, exactement. Si je choisis d'y aller en mode UEFI, je dois avoir un mode GPT. OK? Fait que là, c'est comme ça qu'on est capable de décider sur lequel des deux on va booter. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui. OK. À date, est-ce que c'est correct de la façon que je le présente? Normalement, vous auriez tout expérimenté ça. Est-ce que de la façon que je l'ai monté, ça va quand même vous être utile à quelque chose? Dites-moi oui là, si c'est correct parce que j'ai travaillé fort puis je vais m'ajuster si ça ne fonctionne pas. Charles, j'ai pas. Charles? Es-tu là? Il n'est peut-être pas là. Ah, je suis là. Ça a l'air OK. D'accord. Fait que là, je continue. Prochaine étape, installation de Windows. Fait que là, on va faire l'installation. C'est la partie la plus plate puis la plus longue. Dans le lab, vous auriez passé à peu près 45 minutes à regarder ce qui se passe. Fait que là, je vous sauve du temps.
Ça, tous les différents menus vont être montrés ici. Si vous voulez les avoir, je les avais aussi mis dans mon énoncé de laboratoire, fait que vous devriez les avoir dans l'énoncé avec toutes les étapes. Vous pouvez aller le chercher si vous voulez le garder pour une future installation. Je vous le dis, vous allez devoir installer Windows sur vos disques durs à la session prochaine. Vous allez le refaire avec PAR, mais vous allez aussi devoir le faire sur votre propre disque dur parce qu'à partir de la 2e année, tous les étudiants ont leur disque dur et travaillent dessus. Fait que gardez le laboratoire 8 avec vous si vous pensez avoir de la difficulté. Vous allez être capable de pouvoir suivre les étapes vu que vous ne l'aurez jamais fait cette année. D'ailleurs, la vidéo risque de rester en ligne si vous êtes mal pris aussi. Donc là, j'ai choisi canadien-français. Je dis installer maintenant. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il y avait un petit bouton qui disait réparer l'ordinateur. Hein? Pourquoi on a ça? Supposons que j'ai une clé démarrable Windows, puis que là, j'ai un problème, puis que je suis plus capable de démarrer sur mon ordinateur, je pourrais mettre la clé et lui demander de le réparer. Ceci étant dit, souvent, sur les ordinateurs Windows, quand ça ne marche pas, ils vous l'offrent par défaut d'essayer de le réparer. Sur les Windows 10, en tout cas. Bon, là, désolé, le flou, c'est mon téléphone. Démarrage, attendez. J'avance pour que ça aille plus vite. Bon, là, il me demande un agreement pour la licence. Je dis oui. Là, j'essaie. Ça, c'est moi qui essaie de manipuler ma souris puis de tenir mon téléphone qui filme en même temps. Je ne suis pas très bien coordonnée. Alors, on choisit le personnalisé. On ne veut pas faire une mise à niveau. Et là, c'est très important. Regardez qu'est-ce qu'on a ici. OK? Ça, c'est la partition qu'il y a déjà sur l'ordinateur que j'ai. Si je regarde, il me dit qu'il ne peut pas installer sur la partition 1. Je vais choisir la partition 3, puis il me dit encore qu'il ne peut pas. Regardez qu'est-ce qu'il me dit. Windows ne peut être installé sur ce disque. Le disque sélectionné par une partition MBR. Pour les UEFI, on veut du GPT. Fait qu'est-ce qui se passe? C'est que la personne qui m'a envoyé l'ordinateur, elle n'a pas enlevé les partitions qu'il y avait sur l'ordinateur, puis il était partitionné en GPT, en MBR. Donc, je ne peux pas installer la façon que je suis en train de le faire. Qu'est-ce que je vais devoir faire? Et là, dans le laboratoire, j'avais fait exprès de vous faire partitionner votre disque en mode MBR dans le laboratoire 5 pour que quand vous le mettiez dans l'ordinateur pour installer au laboratoire 8, vous soyez obligé de faire une transformation dans l'installateur. OK? Fait que vous auriez eu besoin de faire ça dans le laboratoire 8. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les... Là, j'essaie de formater, ça ne marche pas. Fait que je vais supprimer les partitions une par une. OK? Puis là, quand je la supprime, elle devient non allouée. Fait que là, je vais les supprimer. Quand je les supprime, ils vont se joindre ensemble dans la partition qui est non allouée. Et là, quand j'ai quelque chose qui est non alloué, je ne peux rien faire avec. Une partition qui est non allouée, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle n'a pas de système de fichiers défini. Ça veut dire que je ne peux pas rien faire. Je dois partitionner un disque et lui donner un système de fichiers pour être capable de faire quelque chose avec. Fait que là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller faire un nouveau. Et là, bon, il me donne la taille. Je dis oui, je veux appliquer sur toute la taille au complet. Il me dit OK. Attention. Bon, regardez qu'est-ce qui se passe ici. Il m'a créé combien de partitions? 4. Là, je vais revenir sur quelque chose que je vous ai montré dans un cours précédent. OK? Ne bougez pas parce que vous allez avoir besoin de savoir ça pour répondre aux questions de mon laboratoire. Alors, on était dans le manuel. C'était le chapitre des partitions. Alors, vous rappelez-vous, ça, c'était la façon que le partitionnement MBR est fait. OK? J'ai une partition système, j'ai une partition principale, puis j'ai une partition exécutive. C'est ce qu'on a vu tantôt. OK? Maintenant, on est en partition GPT. Ça débute toujours avec une section MBR de protection, OK? Pour être capable de se protéger si chacune des partitions débarque toujours par une partie MBR de protection, mais les partitions sont les suivantes. Alors,
j'ai une partition système, j'ai une partition MSR, qui est généralement 16 MB. J'ai une partition principale qui doit être au moins 20 MB si je veux du 64 bits pour installer Windows. Et j'ai une partition de récupération. Regardez ici, c'est quoi l'ordre? J'ai système, MSR, Windows et Recovery. Dans mon vidéo ici, c'est quoi? J'ai récupération, système, MSR et principal. Donc, on s'entend pour dire que ce n'est pas dans le même ordre que ce que j'ai présenté. OK? Sauf que j'ai ma MSR de 16 MB, j'ai ma principale, j'ai ma récupération. Ils disent minimum 300 MB. J'ai combien ici? Je reviens. Alors, j'ai 500, à peu près 530 MB. Donc, j'ai mon minimum 300 MB. Et ma partition 2, qui est la partition système, elle est de 100 MB. Si je reviens ici, regardez qu'est-ce qui est écrit. Ma partition système, sans lecteur associé, minimum 100 MB ou plus si c'est un disque de format natif 4K. Donc, en utilisant le FAT32, ne peut être utilisé par l'usager. OK? Regardez qu'est-ce qui est écrit ici. La taille minimum d'une partition, c'est le sector size qui va être 4K multiplié par 65 527. Ce qui veut dire que si j'ai un disque qui est en format natif 4K, ma partition système devra être de 256 MB. OK? Maintenant, est-ce que tout le monde comprend ça? Oui. Avez-vous des questions? En fait, un disque natif 4K, c'est que le secteur va être par défaut à 4K. Exact. Mais est-ce que tu peux le changer pour le rapetisser? Ou c'est le minimum pour ce disque-là? Non, c'est le minimum. OK. Non, c'est le minimum. Tu ne peux pas le rapetisser. Et donc, ta partition système doit avoir 65 527 secteurs. OK. 4K, tu dois avoir une partition système de 556 MB. Mais là, si je reviens sur ma présentation ici, j'ai combien? Bien là, c'est 95, mais j'ai à peu près 100 MB. Fait que si je vous demande, est-ce que ce disque-là, c'est un système natif 4K? Non. Non. Voilà. Donc, est-ce que vous comprenez ici qu'est-ce qu'il a fait comme différentes partitions? Oui? Fait que là, je vais continuer mon installation. La partition principale, ici, je ne l'ai pas subdivisée en deux. On va le faire dans un laboratoire subséquent. J'ai 238 gigs à peu près. Là, évidemment, il fait l'installation. Il va faire toutes ces étapes-là. Là, j'en ai, comme vous voyez, c'est quand même assez rapide parce que j'ai fait des stops sur ma caméra pour qu'on ne passe pas 2 heures à regarder ça aller. C'est un peu plate, là. C'est l'avantage que vous ne le fassiez pas vous-même. Mise à des fichiers, après ça, installation des fonctionnalités. Normalement, il devrait sauter à 98, 56. J'ai fait des coupures là, pour qu'on aille plus vite. Là. Bon, 98, 100. Puis là, il finit le reste. OK? Bon, installation des mises à jour. Oh, attention. En cours d'achèvement. Là, il va dire redémarrage. Faites bien attention. À partir de ce moment-là, quand l'ordinateur redémarre, très important, regardez qu'est-ce que je vais filmer qui est vraiment pas clair, mais qui est important. Regardez. Là, ça redémarre et là, je recule ma caméra et j'enlève la clé USB. C'est un peu flou, mais je vous le dis. À partir du moment où ça redémarre, tout est sur l'ordinateur pour finir l'installation. Je n'ai plus besoin de la clé USB. OK? Donc, je l'enlève. Normalement, si je n'ai pas changé la séquence de boot, même si je laisse la clé là, ça ne devrait rien changer. Oui, question. Où est ma question? Chat. Voyons, pourquoi je ne le vois pas? Attendez. Il y a quelqu'un qui me fait un chat puis je ne vois pas. Attends, c'est parce que c'est trop petit. Bougez pas. Et... Aïe. Excusez, là, ma fenêtre chat, elle ne veut pas apparaître. Ah, elle est là. Je pense qu'elle est en dessous. Ah, voilà. Alors, quelle est la question? Et si on n'enlève pas, qu'est-ce qui se passe? Voilà, c'est ce que je dis. Techniquement,
Si vous n'avez pas changé votre séquence de boot puis que l'ordinateur boot par défaut sur le disque dur, ça ne devrait rien changer que vous laissiez la clé là. Si vous avez changé votre séquence de boot puis que ça boot sur la clé par défaut puis que vous laissez la clé, bien, en redémarrant, qu'est-ce qui va arriver? Vous allez repartir l'installateur Windows. Vous ne continuerez pas le processus sur votre disque dur. Mais là, dans notre cas, je n'avais pas changé la séquence de boot. Je pense que ça n'aurait rien changé. Mais prenez pas de chance puis enlevez-le parce que sinon, les chances sont que vous allez recommencer l'étape que vous venez juste de terminer. Est-ce que c'est clair, Ali? Oui. Bon. Alors là, je repars. Je fais play. Et là, il va m'aller à travers toutes sortes d'étapes de configuration qui sont aussi définies dans votre laboratoire. Là, excusez si c'est flou. Est-ce que c'est quand même correct pour vidéo, là, même si j'ai fait ça avec mon téléphone? Ça va? Oui. Oui? Oh oui, on voit bien. C'est-tu bien présenté comme ça? Parce que je trouve que ça divise les différentes étapes. Ben oui, c'est pratiquement comme si on le faisait, sauf qu'on n'a pas à attendre une demi-heure que ça se fasse. Exactement. Fait que ça a quand même un avantage, puis ça me permet aussi de commenter chacune des étapes que vous auriez normalement dû avoir les questions puis essayer de répondre à mesure. Là, c'est comme si je vous donne toutes les réponses en chemin, sauf que vous allez devoir par après être obligé d'y répondre. Mais si vous vous en rappelez plus, vous avez juste à retourner sur YouTube puis à écouter ce que j'ai dit. Fait que tout le monde devrait avoir 100%. Là, c'est un peu long. Là, il prépare. Attends, j'ai-tu manqué quelque chose? Il prépare. Bon, alors, là, on va repartir. Là, ça y va. Attendez un instant. Et là, il va me demander de dire comment je veux faire les installations. Évidemment, je veux être en français Canada. Je dis oui. Ensuite de ça, Canada multilingue. Là, je n'en ai pas rajouté d'autres, mais vous pourriez en rajouter d'autres après. Si vous ne l'installez pas d'autres, vous pouvez toujours les rajouter par après. Bon, se connecter au réseau. Moi, j'y demande de se connecter à Vidéotron, OK? Parce que c'est mon Wi-Fi. Fait que là, je vais lui dire de se connecter. Il va me demander la clé. Là, j'ai coupé le vidéo le temps que je tapais. Là, je vais pouvoir me connecter à l'Internet. Bon. Fait automatiquement, il va avoir une connexion Internet sur mon ordinateur pour la suite. Ensuite, qu'est-ce que je fais là? Je dors au gaz. Allez, suivant. Bon, patientez quelques instants, nous effectuons des trucs pour vous. Je l'avance. Bon, là ensuite, on dit, est-ce que je veux quelque chose de personnel ou pour une organisation? On choisit une installation personnelle. Bon, après ça, tous les autres trucs, moi, je dis carrément non. Bon, créez-vous un compte. Vous n'êtes pas obligé. Wow, attends, j'ai avancé jusqu'à la fin. Créez-vous un compte. Vous n'êtes pas obligé de se connecter avec un compte Microsoft. Vous pouvez le faire ou pas. Moi, ce que j'ai choisi, c'est parce que je joue avec ma souris, c'est ça le problème. Attendez. Excusez-moi, je vais apprendre à manipuler mes trucs. Donc, moi, je ne me suis pas connectée avec un compte Microsoft. J'ai choisi en bas, compte hors connexion. Vous voyez en bas qu'est-ce qui est écrit? Fait que j'ai choisi ça. OK? Mais vous pourriez avoir un compte Microsoft directement connecté. Mais moi, c'est pour mes enfants. Fait que j'ai créé un compte hors connexion. Ensuite de ça, par exemple, il vous demande quand même un username. Compte hors connexion. Bon. Voulez-vous vous connecter à plein de trucs? Non. Moi, je ne veux pas me connecter à tout ça. Je veux une expérience limitée. Ce PC, moi, je l'ai appelé admin. Ici, je pourrais utiliser un compte en ligne, mais ce n'est pas ce que je veux faire. Moi, j'ai créé, je l'ai appelé admin, j'ai donné un mot de passe. Puis après ça, il y a toujours les questions de sécurité, vous ne vous en sortez pas. Choisissez des questions faciles si encore vous oubliez votre mot de passe. OK? Bon, là, je les ai passés, il y en a 3. Question 1, question 2, j'ai fait découpage et question 3. Bon, là, il dort au gaz, question 2, question 3, puis après ça, il repart. Patientez un instant. Bon. Après ça, il dit, veux-tu l'historique des activités? La chronologie des fonctionnalités, j'ai dit non. Tout est une question personnelle. Moi, j'ai tout refusé pour faire le plus simplement possible. Là. Utiliser la reconnaissance vocale, moi, je ne veux pas ça. Je n'ai pas envie qu'on m'espionne, en tout cas. De toute façon, Cortana, elle me tape ses nerfs. Fait que
Le Cortana sur Windows, c'est un petit peu la même chose que Siri sur Mac, hein, pour ceux qui sont sur Mac. Localiser mon appareil, je ne veux pas. Diagnostic des données, moi, j'ai choisi le de base. Vous pouvez choisir ce que vous voulez, hein, si ça vous appartient. Ensuite, améliorer avec des entrées manuscrites, non. Et puis, obtenir des personnalisés, non. J'ai dit oui? Oui. Non, j'ai dit... Il me semble que j'ai dit non. Autoriser les applications à utiliser des ID de publicité, j'ai dit non. Et là, ça recommence. Et là, c'est pas mal terminé. Nous préparons tout pour vous. Cette opération peut durer plusieurs minutes. Et là, je suis rentrée. OK? Donc là, ça continue, mais je pensais que j'avais coupé ce bout-là de vidéo-là. Ah non, je ne l'avais pas coupé parce que je voulais vous montrer que après ça, c'est bien de faire un redémarrage. OK? Parce que quand on fait un redémarrage, qu'est-ce qui arrive? C'est que souvent, ils vont installer des mises à jour automatiquement. Fait qu'on fait un redémarrage et là, Windows est installé. Est-ce que c'est bon? On passe à la prochaine étape? Oui, c'est vrai. OK. Alors, il en reste pas long, le pire est fait. Vous allez voir que les laboratoires, ils ne dureront pas 3 heures, hein, parce que normalement, vous auriez 3 heures pour tout faire l'installation, mais je vous fais à peu près en 5 minutes qu'est-ce qui en aurait pris 45. Je vous encourage, dès que je vais avoir terminé, à aller tout de suite, je vais vous envoyer le Google. Si vous voulez essayer de le remplir pendant que je suis là, je peux rester disponible pour répondre à vos questions. Sinon, vous avez la semaine pour le remplir, c'est comme vous voulez. Donc, où est-ce qu'ils sont? C'est là? Non, c'est pas ça. Oui. On va recommencer à partir du diaporama, mais moi, je veux faire à la prochaine slide. Bon, la validation de l'installation. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir si tout est installé comme il faut. Puis là, les menus que je vais vous montrer sont très intéressants. La première chose, je me suis loguée, j'ai fait Windows X. Windows X, là, ça apparaît ce petit menu-là avec toutes les fonctionnalités. C'est un petit peu plus flou, mais vous allez voir. Puis vraiment, tout ce qui est dans les paramètres de l'ordinateur, vous les retrouvez ici. C'est un raccourci clavier extrêmement intéressant. Là, la première chose que je vais aller vérifier, c'est dans le gestionnaire des périphériques, on va aller vérifier que tous les périphériques ont été bien installés. Parce que des fois, là, excusez, c'est flou, là, ça va se recalmer, je pense. Bon, voilà. Fait que, tu sais, je peux vérifier que le Bluetooth, la carte graphique, les cartes réseau, les claviers, les entrées USB, je peux vérifier que tout ça a été bien installé. C'est important parce qu'il pourrait me manquer des drivers. Normalement, avec Windows, ça se fait généralement tout automatique, puis il n'y a pas vraiment de problème. Là, j'ai mes drivers USB. Après ça, je suis allée voir mon écran. Après ça, je vais aller voir, je pense que je vais aller voir la carte réseau. Là, vous voyez toutes les cartes réseau qui ont été installées, le Bluetooth, la carte graphique. Là, je ne l'ai pas posé dans mon quiz, je l'ai oublié. Je voulais vous demander c'était quoi l'engin graphique. Vous allez le voir, l'engin graphique, c'est un HD 520. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Est-ce que j'ai C'est un engin graphique intégré au processeur. Exactement. C'est un engin graphique intégré au processeur. C'est un processeur Intel. Hein? C'est un i5 de 6e génération. Intégré parce que c'est un Intel? Parce qu'ils sont directement dans la même puce que la puce du processeur. Ce n'est pas une carte graphique qui est différente. Là, vous voyez, je suis retournée. Est-ce que c'est bon, Guy? Ouais, mais pourquoi? Comment on peut le savoir? Ah, parce qu'il est écrit HD 520. Puis l'engin graphique, si tu retournes dans le chapitre des engins graphiques, on avait nommé les types d'engins graphiques. Quand on était ici dans les périphériques, j'avais nommé les différents engins graphiques. Hein. C'est ici. J'essaie de voir. Engin graphique, voilà. Pourquoi un GPU? GPU versus CPU. Convergence et intégration. Quand j'avais présenté les engins graphiques, il y a des cartes graphiques externes. J'ai nommé les différentes sortes et les connexions à la carte mère. Puis j'ai aussi
Ah voilà, les engins graphiques Intel intégrés, j'avais écrit que les plus populaires, c'est les HD 530 ou HD 630 ou HD 520. Quand on voit que c'est un Intel HD quelque chose, ça veut dire que c'est un engin graphique Intel, puis les engins graphiques Intel sont toujours des engins graphiques intégrés. C'est comme ça que tu peux le savoir. C'est bon? Ok, merci. Ça fait beaucoup d'informations, hein? Mais c'est pour ça que je prends l'occasion de vous montrer les différents trucs à mesure. Donc, de toute façon, pour être honnête avec vous, c'est très rare sur des laptops d'avoir des cartes graphiques externes. Hein? C'est plus sur des desktops qu'on trouve ça. Fait que, déjà, si je vous parle d'un laptop, là, c'est généralement un engin graphique intégré. OK? Mais quand vous voyez que c'est un Intel HD quelque chose, ça veut dire que c'est un engin graphique intégré. Là, j'étais rendue où? Bon. Alors, je continue ici. Je suis retournée dans mon Windows X. Là, je vais dans le système. Non, je vais aller dans la gestion du disque. Ah oui, oui. Et ça, c'est intéressant. Là, je fais une pause. Attends, on va faire une pause quand c'est clair. Ça, c'est super intéressant parce que je vais vous poser d'autres questions là-dessus aussi dans le questionnaire du laboratoire. On avait combien de partitions tantôt? 4. 4. Il y en a combien ici? 3. 3. Pourquoi? Parce que, on va retourner dans nos partitions, la dissétate que je vous ai montrée la dernière fois, ici, celle-là. Quand on parle, il y a la système MSR principal et de récupération. La MSR, elle est invisible, sans numéro de partition. OK? Donc, quand je retourne ici, je ne vois pas la MSR. Elle n'est pas là. Elle ne sera jamais visible. C'est pour ça que je ne la vois pas. OK? Maintenant, j'en vois 3. J'ai la partition de récupération, j'ai la partition C et j'ai la partition système. Qu'est-ce que la partition système a de particulier? Il n'y a rien dedans. Bien, en fait, elle n'a pas... L'espace libre est égal à la capacité. Puis il n'y a pas de système de fichiers. Exact, il n'y a pas de système de fichiers. OK? On ne pourra jamais rien faire avec. Elle n'est pas connectée. La partie de récupération, techniquement, elle ne sera pas visible sur l'ordinateur. Pourquoi? Il n'y a pas de lecteur logique d'associé. Fait que je ne serai pas capable d'aller sur mon ordinateur et de voir que j'ai une partition de récupération. Mais elle a un système de fichiers et tout. Donc, je vais être capable, s'il arrive quelque chose, de l'utiliser pour récupérer mon système d'exploitation qui va être, par exemple, corrompu. OK? C'est la partition de récupération. Elle n'est pas visible par l'usager parce qu'elle n'est pas associée à un lecteur logique, mais on pourrait l'utiliser à un système de fichiers d'associé. Regardez en bas. Ce qui est assuré, c'est ce qui va être visible par l'usager et que je vais voir dans mon explorateur de fichiers. C'est uniquement la partition C. OK? Les deux autres ne le sont pas. Et c'est la seule qui a un lecteur logique associé. Elle est à peu près 240 gigs. J'ai ma partition système qui est mon 100 MB que je vous avais parlé tantôt. On voyait 95, là, mais avec la grosseur qui... tu sais, vous le savez, quand on a une clé USB, là, si j'ai une clé 8 gigs, en fait, j'en ai juste 7 points quelques. C'est ça qu'on voyait quand on regardait les partitions à partir de l'installateur. Ici, on voit la grosseur totale. OK? Puis la récupération, c'est 75 MB. Ici, qui est utilisé sur les 530 à peu près. D'accord? Qu'est-ce qu'on avait dit ici? On disait que ça prenait au moins 300 MB pour la récupération, mais regardez, présentement, on en utilise juste 76. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ici? Oui. Oui, on continue. Bon. Alors, là, ensuite, je retourne encore dans mon Windows X et je vais aller dans les connexions réseau. Et là, on va pouvoir voir que je vous montre ça parce que dans d'autres laboratoires, normalement, vous auriez dû trouver certaines informations, puis souvent, c'est dans le Windows X. Ici, j'ai mes connexions réseau, fait que je vois que je suis bien connectée à mon Vidéotron. Je vois que je pourrais avoir un hotspot. Je vois que les différents trucs, OK?
Puis je vois aussi que Ethernet, je ne suis pas connectée par Ethernet. Je ne l'ai pas posé, mais j'aurais pu poser une question dans le rapport de laboratoire, dire l'installation qui a été démontrée, quel type de connexion a utilisé pour communiquer avec Internet? Une connexion sans fil ou avec fil? Juste par cette vidéo-là, vous auriez pu tout de suite voir que j'utilise une connexion sans fil. Bon. Là, c'est la fin pour cette installation-là. Ça, c'était parce que je voulais vous montrer les différents paramètres par rapport à l'installation Windows. Je vais poursuivre. La prochaine étape, activation des mises à jour. Quand on installe Windows, généralement, il y a des mises à jour qui se font. Vous allez devoir chercher sur Internet c'est quoi la date et le nom du fichier que j'ai utilisé pour installer Windows. Évidemment, le Media Creative Tool il est mis à jour à chaque fois qu'on a des nouvelles versions. Là, on est à une certaine version, ce qui va vous être posé en question dans le laboratoire. Mais entre-temps, il peut y avoir quand même des mises à jour qui sont faites. Et donc, quand on installe Windows, après, il faut faire les mises à jour. Là, je vais aller encore dans Windows X et c'est là où je vais aller dans... Il me semble que c'est dans gestionnaire des... Pourquoi je vais encore dans le gestionnaire des périphériques? Là, j'ai-tu mis le mauvais vidéo, moi, là? Pourquoi je vais là? Hey, j'ai mis 2 fois la même vidéo. Ah, non. Je n'ai pas coupé mon vidéo comme il faut. Je suis désolée. C'est système. Gestion du disque. Ben oui, ça va mal, mon affaire. J'ai mis 2 fois la même vidéo. Il va bien falloir que je corrige ça. Donc, je n'ai pas le bon vidéo. Alors, on va essayer quelque chose. Peut-être qu'il existe, mais que j'ai juste mis le mauvais. On va vérifier ça. Je suis désolée. Montage vidéo. Activation et mise à jour. Mise à jour. Je pense que j'avais juste inséré le mauvais vidéo. Je suis désolée de ce petit moment d'hésitation. Il est gros mon PowerPoint, vous en doutez-vous? Bon, là, je pense qu'on va être bon. Alors, là, je vais... Ah, attendez, là, ça a été trop vite. Où est-ce que je suis allée? C'est une autre chose qui est très intéressante pour voir des configurations. Vous voyez, je vais dans... Ça s'appelle les settings en anglais, les paramètres. Vous voyez l'espèce de petit trou d'engrenage, là? C'est là qu'on clique les paramètres et puis on a un menu qui s'affiche. Et là, on a vraiment plein de choses. On va avoir les paramètres réseau, on va avoir les périphériques, les systèmes, les comptes. On va avoir vraiment plein de trucs. Je vous les descends rapidement. Les applications, l'heure. Et vous voyez ici, j'ai mise à jour et sécurité. Je clique ici. En cliquant là, regardez toutes les mises à jour qui sont disponibles. Parfois, on peut changer. On peut décider de faire aucune mise à jour automatiquement puis d'être obligé de cliquer pour faire les mises à jour quand on décide de les faire. Parce que ça peut être bien fatigant quand tu arrives pour t'installer pour travailler puis tu as un cours à prendre à 8 heures puis que ton ordinateur décide qu'il installe un paquet de mises à jour. Êtes-vous d'accord avec moi? Donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut dire, OK, je vais faire les mises à jour quand moi, ça m'intéresse. Fait qu'on peut décocher. Puis là, je ne suis pas sûre que je l'ai montré comment faire pour que les mises à jour se fassent quand on décide. Puis généralement, il va vous afficher un petit truc dans le bas de l'écran pour vous dire qu'il y a des mises à jour disponibles. Là, ici, je ne l'ai pas désablé. Fait que toutes les mises à jour vont se faire tout seul quand je vais redémarrer. Je vais vous montrer une vidéo tantôt. OK? Là, malheureusement, je ne l'ai pas expliqué. Oh, je ne l'ai pas expliqué comment désactiver les mises à jour. On va le revoir dans un lab suivant. Ici, c'est la petite commande que je vous ai parlé. Tu sais, quand on veut voir, je trouve ça le fun à montrer, le numéro de série de l'ordinateur, en tapant cette commande-là dans Windows, dans DOS, on est capable de la voir. C'est juste parce que je suis tombée là-dessus, je vous l'ai mis. Et là, ce que je voulais vous montrer, c'est que je vais redémarrer, puis par défaut, il va partir toutes les mises à jour. OK? C'est bon là-dessus? Je poursuis. Accès au serveur. Bon, ça, c'était quelque chose que vous deviez aussi faire dans le laboratoire, mais je ne peux pas vous le montrer. Je n'ai pas accès au réseau de l'école. Je l'ai remis, par exemple. Si je suis à l'école et que je veux pouvoir avoir accès
sur un lecteur logique, c'est-à-dire une lettre, pour avoir directement le public, le dépôt et tout ça. Et c'est arrivé souvent que les gens me disaient, bien, je ne vois plus le dépôt, je ne vois plus le public, puis ce que je faisais, c'était ça. Alors, je vous le montre comment, parce que vous allez vouloir l'utiliser jusqu'à la fin de votre deck. Ce que vous devez faire, c'est aller en bas. Là, je vais faire Escape. Vous devez aller ici. Puis là, on ne voit pas. Attendez, je vais refaire mon share. Stop share, puis je vais refaire mon share comme ça dans cet écran-là. OK. Alors, vous allez ici. Et là, vous utilisez le \\/ et vous tapez le nom du serveur. OK? SRV fiche 2. Fiche 2, c'est le serveur fichier du collège où vous allez trouver le public et le dépôt. Si vous utilisez SRV fiche étu, c'est étu ou étu, en tout cas, il est écrit là, c'est ETUD. Vous allez avoir votre personnel. Quand vous tapez Enter, il va vous demander, et là, je reviens sur Stop Share et je vais à partir de la disposition actuelle, comme ça, et je vais refaire le... Voilà, on est de retour sur l'écran, vous voyez? C'est bon? Mathieu? Il est peut-être parti prendre un café. Non, non, excuse, parce que j'étais habitué de faire espace, puis là, j'étais dans le chat. Oui, ça marche. OK, donc, en fait, l'accès au serveur, c'est une fenêtre comme ça qui va vous apparaître. Là, vous devez taper C Montmorency / votre nom d'usager qui est celui que vous utilisez pour rentrer sur Windows. Vous rentrez votre mot de passe. Cliquez sur mémoriser ces informations pour l'amour. Parce que quand vous ne faites pas ça, quand vous retournez dessus, après ça, il n'y a pas le password, puis des fois, ça cause des problèmes. Si vous faites ça, ce que ça va faire, c'est que ça va vous permettre d'ouvrir fiche 2 ou serveur étu. Et là, vous allez avoir une fenêtre avec plein de dossiers à l'intérieur. Vous allez trouver le public et le dépôt. Rendu là, puis là, vous voyez fiche 2, là, j'ai fait une erreur dans mon acétate. Rendu là, vous pouvez choisir votre dossier et cliquer sur le bouton de droite et dire « Connecter à un lecteur réseau ». Puis là, vous allez pouvoir choisir une lettre. Si vous faites ça, ça veut dire qu'à chaque fois que vous allez réouvrir votre ordinateur sur votre disque dur, par défaut, l'association au public, au dépôt et à votre serveur personnel va se faire tout seul comme si c'était un disque dur virtuel. Avez-vous compris? C'est super important parce qu'après ça, c'est beaucoup plus facile de fonctionner une fois qu'on peut faire ça. Est-ce que j'ai des petits... je vais mettre mes participants. Je peux-tu avoir des petits oui pour... Bon, j'en ai au moins un. Jérémy est toujours assez... Bon, alors, je vais continuer maintenant la prochaine acétate. L'installation d'imprimante ou de scanner. Ça, c'était une autre chose qu'on devait faire dans le laboratoire, installer des périphériques. Normalement, quand on branche une clé USB, pour que tout le périphérique qui passe par clé USB puisse fonctionner, c'est la même chose avec le Wi-Fi. Il faut, par exemple, une imprimante Wi-Fi, il faut être capable d'avoir des drivers. Les drivers, c'est comme les pilotes, c'est ce qui permet au système d'exploitation de parler avec le périphérique avec un langage qui sont capables de se connecter. OK? On va en parler demain au cours sur les systèmes d'exploitation. Maintenant, par défaut, Windows 10 les installe presque toutes tout seul. Sauf qu'il y a des affaires qui sont tellement vieux des périphériques qu'il n'existe pas les drivers pour Windows 10. OK? Et dans nos imprimantes, ça, ce sont toutes les scans et les imprimantes qu'on a au département que je vous fais installer et jouer avec. Il y en a qui sont pas mal vieux et donc qui n'ont pas les pilotes pour Windows 10 automatiquement. La plupart du temps, les imprimantes, ça fonctionne. Les scans, il faut toujours le faire à la main. Alors, dans le laboratoire, vous deviez installer un scan et être capable d'aller chercher les drivers. Puis là, j'avais fait des tests et on peut utiliser des drivers pour des versions de Windows antérieures et ça fonctionne quand même. Là, ils sont ici. Ah, mon chien veut rentrer. Bon, désolée. On va aller s'installer sur son coussin.
Donc, le point ici, c'est que je vais vous demander d'aller chercher certains de ces drivers-là sur les sites Internet pour vous montrer comment on fait pour trouver des drivers. Ça va être une exploration à faire dans le formulaire que je vous ai donné. Maintenant, je vais vous montrer comment j'ai fait pour faire l'installation de l'imprimante Wi-Fi sur l'ordinateur de mes enfants. Donc, je suis allée dans Paramètres, je suis allée dans Périphérique, c'est Bluetooth Imprimante Scanner, et je fais ajouter imprimante scanner ici, et je fais ajouter une imprimante. Mais là, regardez bien, il va chercher les imprimantes qu'il voit. Si vous avez connecté l'imprimante par le port USB, normalement, les pilotes vont s'installer seuls et il va être capable de la reconnaître. Si vous allez ici, vous allez pouvoir l'installer exactement de la même façon parce que quand vous allez chercher une imprimante, il va la trouver. Vous allez pouvoir cliquer dessus, il va installer l'imprimante. Ici, je n'ai pas d'imprimante avec un port USB, fait que je n'ai pas pu le faire pour vous le démontrer, mais j'ai une imprimante Wi-Fi qui est sur le même réseau que moi. Alors, il l'a reconnu. Qu'est-ce que je fais? Je clique 2 fois dessus et là, je fais ajouter l'appareil. Là, vous voyez, il a rajouté l'appareil. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je vais ouvrir Word et que je vais faire imprimer, il va me donner l'option d'utiliser cette imprimante-là. Donc, si vous étiez dans le laboratoire et que vous vouliez imprimer, vous pouvez le brancher puis il va l'installer tout seul, mais pour être capable de la voir, quand vous allez ouvrir Word pour être capable d'imprimer, vous devez aller dans ce menu-là et ajouter l'imprimante pour l'installer. Est-ce que vous me comprenez? Oui. Oui? En fait, c'est la même façon pour ajouter les imprimantes étudiants noir, étudiants couleur, si tu te montes ta propre image disque. Exactement. Exactement. Puis dans le fond, tu me fais penser, tu vas voir la prochaine étape. Ah, mais je l'ai passé. Attends, je vais faire l'installation au complet. Oui, c'est la même chose, puis j'ai oublié de mentionner quelque chose, je pense, sur la étape précédente. Attends un petit peu. Bon, tu vois, là, c'est terminé. Bon, là, je vais revenir en arrière. Voilà. Tu me fais penser que j'ai oublié d'en parler. De la même façon qu'on a fait pour les serveurs, fichiers, on peut se connecter aux imprimantes de l'école. OK? Donc, pour ce faire, on fait //srvimp3. Quand on va avoir ça, on va avoir un répertoire qui va apparaître. Et puis là, je vais avoir une petite imprimante sur laquelle il va être écrit imprimante couleur étudiant. Là, évidemment, si je n'avais pas été à l'école, je vous aurais fait une démo, mais là, je ne suis pas capable. Fait que quand on clique 2 fois dessus, par défaut, ça l'installe comme ça. Donc, ce que tu dis, c'est vrai, Mathieu, mais si tu l'utilises avec SRV MP3 puis tu cliques 2 fois dessus, tu n'as même pas besoin de te casser la tête, il va l'installer tout seul. La seule chose qui est super importante, puis là, je vous le dis, c'est que si vous faites ça avec SRV MP3, vous allez encore avoir comme ici, cette petite fenêtre-là qui va apparaître. C'est super important de cliquer « Mémoriser mes informations d'identification » parce que si vous ne faites pas ça, l'imprimante va rester installée sur votre ordinateur. Mais quand vous allez arriver pour imprimer, parce que vous n'êtes pas connecté, il ne sera pas connecté à votre compte quand vous allez arriver avec votre carte. Quand vous imprimez à partir de votre ordinateur, il va l'envoyer sur votre compte qui est celui qui est indiqué ici. Puis quand vous allez mettre votre carte sur l'imprimante de l'école, il va vous donner tous les fichiers qui ont été envoyés à l'imprimante. Si vous n'avez pas fait mémorisation, ces informations d'identification, quand vous allez essayer d'imprimer, vous allez avoir l'impression d'imprimer, mais il n'y a rien qui va se rendre à l'imprimante. Fait que, est-ce que vous comprenez qu'est-ce que je vous dis ici? Bon, là, c'est tout. Fait que ma présentation, elle est terminée. Je vais arrêter le partage d'écran, arrêter l'enregistrement et je vais vous activer tout de suite le formulaire. Je vais rester connecté. Vous voyez, là, ça prend à peu près 1h20 pour faire la présentation. Vous avez le reste du temps pour compléter le formulaire ou vous pouvez le faire à un autre moment donné, mais vous devez l'avoir terminé pour la date qui est inscrite dans mon plan de cours. Moi, c'est à ce moment-là que je vais barrer les réceptions puis je vais faire la correction. OK? Je vais essayer de corriger à mesure et de vous mettre les résultats sur Colnet. D'accord? Fait que là, je vais arrêter le partage. Donc, ce que j'ai oublié de dire tantôt, est-ce que vous voyez mon écran maintenant? Oui. OK. Bon.
Ce que j'ai oublié de dire, c'est quand dans la vidéo de mise à jour, c'est parce que ça passe très vite, il y a un bouton activation qu'on peut faire. Quand on va dans les paramètres, puis on va dans mise à jour et sécurité, il y a un bouton ici que vous voyez, j'ai la souris dessus, qui s'appelle activation. Quand vous allez installer votre Windows à l'école, par défaut, la clé ne sera pas là, fait que ça va être fonctionnel pour quelques jours, mais si vous ne l'installez pas, il va vous barrer puis vous dire il n'y a pas eu une activation sur cet ordinateur-là. Vous pouvez aller chercher votre clé gratuite étudiante sur, je crois que c'est Azure, et toutes les informations pour y arriver sont dans la semaine 1 de mon cours. Quand vous allez chercher votre clé sur Azure, après vous la copiez, vous la collez là. Il va vous donner la possibilité, voulez-vous activer votre Windows? Vous dites oui, vous rentrez votre clé, votre affaire et ketchup. OK? Est-ce que vous comprenez ça? Oui? Bon. Dans mon cas ici, il est marqué Windows a été activé avec une licence numérique. Qu'est-ce que ça veut dire? OK? Ce que ça veut dire, c'est que, là, je vais regarder si j'ai des questions. J'ai-tu des personnes qui... Bon. Ça veut dire que, c'est pour ça que je vous montrais le numéro de série par après. Cet ordinateur-là, maintenant, puisque tout est relié, il est comme enregistré au niveau de Microsoft, le numéro de série de la carte mère, qui fait qu'automatiquement, quand on en fait l'installation, par Internet, ils vont valider c'est quoi la clé d'activation de cet ordinateur-là par son numéro de série, puis il va faire une activation de licence numérique. Donc, quand vous achetez les PC sur le site que je vous ai dit, vous devez avoir une clé que vous allez faire vous-même. Pour ceux qui n'ont pas d'ordinateur à la base, ça va mal. Moi, ce que j'ai offert aux étudiants qui voudraient en acheter un, j'ai tout ramené mes clés Windows que j'avais fait. Je peux vous les envoyer par la poste si vous en avez besoin. Donc, vous auriez la clé pour installer Windows. Vous le mettez dedans, vous installez, mais vous n'aurez pas besoin de faire l'activation. Elle va se faire toute seule. À l'école, vous allez devoir avoir la clé que vous allez aller chercher sur Azure pour activer votre Windows. Est-ce que vous avez compris cette partie-là? J'avais complètement oublié. Oui? Mathieu, est-ce que ça répond? Je vais t'envoyer le site, mais ça répond à vos questions? Oui, c'est bon. Mais moi, quand j'ai monté mon image disque, je me suis connecté à ma... Tu sais, comme j'ai dit que mon ordinateur était comme